Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission en Allemagne, devant la gare de Neustadt à Dresde, dans la Saxe. Vous le voyez, le nombre de vélos garés est impressionnant. Nous avons cette image d'un voisin allemand davantage que nous, sensible à l'environnement, pays pionnier de l'écologie politique, pays qui, après la catastrophe de Fukushima, a décidé d'arrêter le nucléaire, de développer massivement les énergies renouvelables. Mais il y a aussi des faits moins positifs. Les énergies fossiles, le culte de la voiture et ce chiffre implacable, l'Allemagne, en termes d'émissions totales de CO2, ne se classe pas parmi les bons élèves de l'Union européenne et sa dépendance vis-à-vis de la Russie dans le domaine énergétique complique, depuis la guerre en Ukraine, encore un peu plus sa situation. L'Allemagne, cas d'école de la complexité de notre sujet du jour, les bonnes pratiques vertes. Quelles sont-elles vraiment? Où sont-elles? Comment les évaluer? Nous le verrons, les indicateurs à respecter sont nombreux et pas toujours compatibles entre eux. Sortons nos cartes. Les premiers partis politiques écologistes émergent à partir des années 1980 partout dans le monde. Leur cause embrasse alors tout autant la protection de la biodiversité que la lutte contre les pollutions ou les accidents industriels. Mais aujourd'hui, c'est sur la question du climat et de son réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre que se focalisent les concertations internationales et les indices de performance écologique. Vous le voyez, les plus gros émetteurs de dioxyde de carbone sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, l'Iran et l'Allemagne. Les moins émetteurs étant les pays les plus pauvres, comme la Somalie ou le Tchad. Ce classement coïncide d'ailleurs presque exactement avec le classement des pays par produit intérieur brut. Autrement dit, plus les pays sont riches, plus ils sont émetteurs de CO2, alors que les pays les plus pauvres n'ont qu'un impact très limité sur la quantité globale de gaz à effet de serre émis. Mais ce classement par bilan carbone ne donne pourtant qu'un aperçu partiel de la responsabilité des pays dans les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il ne prend pas en compte la délocalisation de certaines productions industrielles. Ainsi, tandis que le bilan carbone de la France a sensiblement diminué depuis une trentaine d'années, son empreinte carbone réelle a, elle, augmenté d'environ 20%, ce qui s'explique par la désindustrialisation du pays et l'augmentation des importations d'objets manufacturés. Selon l'indice de performance climatique, un indice qui met en avant les efforts pour une transition énergétique, c'est la Suède qui est la mieux classée dans le monde, suivie par le Danemark, le Royaume-Uni et le Maroc, grâce à une augmentation considérable de la part des énergies renouvelables. L'Allemagne et la France y sont respectivement classées 19e et 23e, les États-Unis 61e, dernier de ce classement. Mais celui-ci est à son tour très différent de celui de la performance environnementale, un autre indice écologique qui prend en compte, lui, la vitalité des écosystèmes d'un pays, la qualité de son air et de son eau, c'est-à-dire un environnement local sain. Dans ce classement, le Danemark, le Luxembourg et la Suisse sont les mieux notés, la France remonte à la 5e place, l'Allemagne à la 10e et les États-Unis à la 24e sur 180 pays considérés. Mais là encore, il faut nuancer ce classement. Par exemple, le lithium des batteries des véhicules électriques, très bénéfique pour l'environnement des pays qui les utilisent, provient de mines très polluantes, situées essentiellement en Australie, au Chili ou en Chine. Enfin, considérons ce que l'on appelle l'empreinte écologique. Cet indice mesure la surface terrestre nécessaire à la subsistance d'un individu selon son mode de vie. Les surfaces agricoles utilisées pour son alimentation, les surfaces aquatiques correspondant à sa consommation de poissons, mais aussi les surfaces nécessaires pour compenser ses rejets et émissions de CO2. Cette surface moyenne permet de comparer l'empreinte écologique d'un Qatari ou d'un Luxembourgeois, les plus élevés au monde, avec celle d'un Américain, d'un Allemand, d'un Français ou d'un Chinois, ou encore d'un Érythréen ou d'un Haïtien, qui sont parmi les plus faibles. En multipliant cette surface par le nombre d'habitants d'un territoire, on obtient l'empreinte écologique globale des pays, avec en tête la Chine et son milliard et demi d'habitants, suivi par les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, le Brésil, l'Indonésie, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Mexique, le Canada et la France. On peut aussi rapporter ce calcul à l'échelle de la planète, c'est-à-dire multiplier cette surface moyenne utilisée par chaque être humain pour sa subsistance par la population mondiale, 7,9 milliards d'individus, et même comparer cette surface virtuelle à la biocapacité réelle de la Terre. Vous le voyez,
les prélèvements et les rejets humains sont actuellement supérieurs à ce que la biosphère est en capacité de renouveler et d'absorber. C'est ce même calcul qui permet de déterminer ce que l'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour de l'année à partir duquel l'humanité commence virtuellement à puiser dans les réserves de la planète. Ce jour ne cesse d'avancer d'année en année. En 2022, c'était le 28 juillet. On l'aura compris, mesurer la performance écologique d'un pays est compliqué, puisqu'une action peut être bénéfique sur un plan, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en étant négative sur un autre, comme l'altération des espaces sauvages. Malgré tout, on vous propose maintenant un tour d'horizon d'actions concrètes qui sont entreprises partout dans le monde, des initiatives locales qui visent la durabilité, chacune à leur manière. Sur le plan de l'énergie, tout d'abord, vous voyez ici la part du renouvelable dans la consommation des pays d'Europe. En Allemagne, qui cherche à bannir le nucléaire de son mix énergétique depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, les énergies renouvelables représentent plus de 40% de la production électrique, contre à peine 20% en France, où le nucléaire est largement prépondérant. En revanche, près de 45% de l'électricité allemande est produite par des énergies fossiles comme le charbon ou le gaz, ce qui, outre le problème écologique, complique actuellement le mix énergétique du pays du fait de la dépendance aux importations de gaz russe. Cette dépendance au charbon explique que l'utilisation d'un véhicule électrique en Allemagne produit finalement le même dégagement de CO2 que l'utilisation d'un véhicule à essence. Le Danemark, lui, précurseur dans l'essor de l'éolien, a divisé par 3 ses émissions de CO2 en une vingtaine d'années en se dotant du plus important parc d'éoliennes mondial par nombre d'habitants. Le pays compte plus de 6000 éoliennes, dont 500 marines. La petite île de Samso, où habitent 3700 personnes, est d'ailleurs la première île au monde à être autosuffisante pour son électricité et son chauffage grâce aux énergies renouvelables. Direction maintenant San Francisco, qui compte 870 000 habitants. Ici, c'est l'objectif zéro déchet qui est visé. Des fontaines à eau ont été installées en contrepartie de l'interdiction des bouteilles en plastique. Le recyclage et le compostage sont également très favorisés et la ville s'est dotée du plus gros centre de tri au monde. Sur le plan des transports à présent, c'est la Suisse qui possède le réseau réputé comme le plus écologique au monde. Avec un réseau ferré très dense et fiable, les Suisses détiennent le record du nombre de kilomètres parcourus en train par habitant, 2400 km par an en moyenne. Le fret est également assuré aux 3/4 par chemin de fer et l'énergie du réseau est fournie à 90% par l'hydroélectricité. En France, c'est Grenoble qui a été désignée comme capitale verte européenne 2022, notamment grâce à son réseau de pistes cyclables sûr et largement déployé et sa politique d'incitation au transport collectif. À l'autre bout de la planète, à Singapour, c'est une toute autre politique qui a permis de limiter le nombre de véhicules individuels. Depuis 1990, la cité-État a instauré une taxe très dissuasive qui en fait le pays où le prix de revient d'une voiture est le plus élevé. Résultat, Singapour compte une centaine de voitures pour 1000 habitants, contre environ 500 en France, 600 en Allemagne et plus de 800 aux États-Unis. Sauf que Singapour, ville verte par excellence du fait de ses 200 parcs urbains, est aussi la plus dense, avec 5,5 millions d'habitants. Leur empreinte écologique est l'une des plus élevées au monde. Partons maintenant pour l'Afrique. C'est un projet de muraille verte traversant le continent d'ouest en est qui a été lancé en 2007. Cette bande de reforestation a pour objectif de stopper la progression du désert au Sahel, tout en valorisant les espèces locales comme le dattier du désert. Le Sénégal, l'un des fers de lance du projet, a déjà reboisé 40 000 hectares sur son territoire et créé des jardins communautaires pour diversifier les activités des éleveurs et faire baisser la pression du bétail sur les écosystèmes. Enfin, finissons ce tour d'horizon des initiatives écologiques par 2 pays régulièrement salués pour leurs actions en faveur de l'environnement. Le Costa Rica d'abord, qui a reçu en 2019 le prix du champion de la Terre décerné par l'ONU. Il produit une électricité issue à 99% d'énergie renouvelable. La biodiversité du pays est en grande partie sanctuarisée,
avec un nombre croissant de parcs nationaux et de réserves, et il existe même un tribunal chargé des délits contre l'environnement. Et puis le Bhoutan, premier pays au monde à avoir un bilan carbone négatif. Grâce à ses forêts qui couvrent près de 70% du territoire, le pays himalayen de 750 000 habitants absorbe 3 fois plus de CO2 qu'il n'en émet. La filière bio représente près de 80% de l'agriculture. Les sacs en plastique y sont illégaux depuis 1999. Voilà, et après ces modèles écologiques que sont le Costa Rica et le Bhoutan, revenons à la tragédie ukrainienne dont certains experts considèrent qu'elle pourrait avoir un effet inattendu, l'accélération de la transition énergétique. En effet, pour limiter notre dépendance aux énergies fossiles russes, il faudra accélérer le développement des énergies renouvelables et réduire nos consommations de gaz, d'essence et de fioul. Certains se souviennent d'ailleurs qu'après le choc pétrolier de 1973, la France avait limité la vitesse sur son réseau routier et pris une autre mesure plus insolite, arrêter la télévision après 23 heures. Voilà qui vous laisserait quand même le temps de regarder le dessous des cartes. Et pour aller plus loin, cet atlas du développement durable, un monde en transition, proposé par les éditions Autrement, signé Paul Arnoux et Yvette Verret. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.